Ok, donc bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance qui porte sur le chapitre 5 de notre cours de gestion de projet. Donc le chapitre 5 va donc porter sur les indicateurs de performance et le cadre logique. Donc j'imagine que vous avez déjà sans doute entendu parler des indicateurs de performance et du cadre logique. Que Très rapidement, on va commencer la séance. On va commencer la séance très rapidement, comme d'habitude. Bien, la compétence visée dans ce chapitre 5, consiste à déterminer des indicateurs de performance, élaborer le cadre logique. Donc, on aura l'occasion de définir ce que c'est qu'un indicateur de performance et on va également parler du cadre logique qui sont deux éléments essentiels en gestion de projet et on va montrer dans quelle mesure ils sont vraiment essentiels, à quel niveau ils sont essentiels. Donc, comme toujours, le matériel didactique sera le PMBOK, donc ce livre qui comporte toutes les ressources, les connaissances nécessaires pour la gestion de projet. Donc, en ce qui concerne le plan de la séance, donc ça va changer un tout petit peu aujourd'hui. On aura d'abord les indicateurs de performance qu'on va définir et par la suite, on va parler du cadre logique. On verra le lien qui existe entre les indicateurs de performance et le cadre logique. Et bien évidemment, on va terminer par une activité ou plutôt des activités de détermination des indicateurs et d'élaboration du cadre logique. Donc, voilà un tout petit peu la structure de la séance d'aujourd'hui. On va donc commencer par le premier point, le grand 1, les indicateurs de performance. Qu'est-ce qu'un indicateur de performance? Comment se présente-t-il? Donc, voilà un tout petit peu ce que nous verrons dans cette première articulation. Donc, en petit 1, on va définir les indicateurs, ou plutôt l'indicateur de performance. Donc, on va également définir point par point indicateur, performance, indicateur de performance, et on va parler de l'utilité des indicateurs de performance en gestion de projet. Donc, à partir d'ici, vous allez comprendre pourquoi c'est nécessaire de connaître ce que c'est que un indicateur de performance et de voir dans quelle mesure ça peut nous aider dans nos projets que nous sommes en train de concevoir. Donc, en deuxième point, on va parler des caractéristiques d'un indicateur de performance, plutôt des bonnes caractéristiques d'un bon indicateur, plutôt des caractéristiques d'un bon indicateur de performance. Donc, je n'ai pas donné la précision, mais là, il s'agit d'un bon indicateur de performance. Nous allons également parler des principes à respecter dans le choix et la gestion des indicateurs. On ne va pas s'étendre là-dessus parce que c'est trop de littérature. En quatrième point, on va parler de type d'indicateurs de performance en gestion de projet. Et on va continuer en cinquième point avec la hiérarchie des objectifs et des indicateurs de performance. Donc ici, c'est très important parce qu'on va mettre en rapport les indicateurs de performance et les objectifs de notre projet. Parce que notre projet a des objectifs et à chaque objectif, on va associer un indicateur de performance. Lorsqu'on va définir ce que c'est qu'un indicateur de performance, vous allez comprendre pourquoi la relation entre objectif et indicateur de performance est fondamentale. Donc, on va terminer par un exemple pratique. Donc, un exemple qui va nous permettre de comprendre exactement ce que c'est que un indicateur de performance. Comment est-ce qu'il se présente en gestion de projet? On va continuer avec les définitions. Donc, première définition, indicateur. Un indicateur, c'est un indice, c'est une grandeur. Quand on dit une grandeur quantifiable. Donc, elle peut être qualitative, elle peut être quantitative également. La performance, quand on dit performance, on voit déjà le changement, on voit le progrès, on voit l'exploit. Et à la performance est souvent associé le terme de succès. Donc, on voit comment il y a un changement, une évolution. C'est un tout petit peu ce qu'il faut retenir en ce qui concerne le terme de performance.
Donc, l'expression indicateur de performance, ça, c'est fondamental. On sait qu'un indicateur de performance, c'est une grandeur spécifique, observable et mesurable qui peut servir à montrer les changements obtenus ou les progrès accomplis par un projet. Donc, grandeur observable, mesurable, qui nous permet de voir les progrès accomplis par un projet. Donc, oui, l'album, le micro, le micro. Ton écran n'évolue pas Oui, tu dis chez nous. Ton écran n'évolue pas chez nous. le, Ton écran n'évolue pas chez nous. ça ne s'affiche pas chez vous? Ça n'évolue pas. Tu es sur l'écran d'indicateur de performance, de définition, indicateur performance, tout ça. Je pense que tu as déjà un sous-menu, mais ça n'évolue pas chez nous. Quoi. Ok, ok, je vais vérifier ça très rapidement. Très rapidement, une minute. Ici, dernier mot sur la page où il y a un point, un indicateur, un point de performance. Ouais, je vais vérifier ça très rapidement. Est-ce que là, ça va? Voilà. Maintenant, c'est bon. Ok, problème technique. Donc, nous étions en train de définir indicateur. Donc, nous avons dit qu'indicateur, c'est indice, grandeur, performance et changement, progrès, exploit, succès. Et nous avons terminé par la définition d'indicateur de performance en disant que c'est une grandeur spécifique, observable et mesurable qui peut servir à montrer le changement obtenu ou les progrès accomplis par un projet, donc un programme ou un portefeuille en vue de la réalisation d'un effet spécifique. Donc, en fait, un indicateur de performance, c'est une grandeur. C'est cette grandeur-là, elle est observable, elle est mesurable. C'est cette grandeur-là qui nous permet de savoir si on a avancé dans la réalisation de notre projet. Donc, c'est ce qu'il faut retenir à cet instant-ci. On va aller plus loin et ça sera plus clair. Donc, on va avancer. Est-ce que la page s'affiche désormais? Nous Oui. sommes à présent sur l'utilité des indicateurs de performance. Définition. Exactement, c'est bon. Nous sommes synchronisés OK. maintenant. OK, d'une façon très simple, les indicateurs de performance sont utiles dans la mesure où ils nous renseignent sur l'évolution du projet. Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on a atteint les objectifs fixés? Parce que normalement, un projet a plusieurs objectifs. Est-ce que ces objectifs sont atteints à temps voulu? Parce que chaque objectif a une période à laquelle il doit être atteint. Donc, les indicateurs qui sont mesurables et observables nous permettent donc de vérifier si cette atteinte est effective. Bon, je vais prendre un exemple. Si on disait par exemple que dans une semaine, on va réaliser 2% du projet et que dans une semaine, on fait le suivi et on constate qu'on a effectivement réalisé 2% du projet, alors on a atteint l'objectif de réaliser le projet à 2%. Le 2% là, c'est cette grandeur, c'est cet indicateur, c'est cette grandeur-là qu'on appelle l'indicateur de performance, 2%. Donc, voilà un tout petit peu ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est fondamental parce que ça nous permet de faire, d'observer, de voir si on a vraiment avancé dans la réalisation du projet. Donc, tout ce qu'il y a là à l'intérieur, clarifier les objectifs, tout ça, c'est purement de la littérature qui va aider peut-être pour plus de détails. On va avancer, Prof, on prof, va avancer. Et je prof, vais tout juste ajouter, prof. oui, Oui, vous avez donné vous avez donné la valeur, vous avez utilisé pour mesurer votre indicateur de performance en pourcentage. Et nous savons que le pourcentage, c'est une évaluation à valeur absolue, à valeur relative. mhm. Est-ce que pour donner l'indicateur, c'est mieux d'utiliser les valeurs relatives ou des valeurs absolues? Qu'est-ce qui est mieux?
Parce que parfois, les valeurs relatives peuvent être un flou. Mhm. Bon, ça va vraiment Tu es dépendre conscient? de ce que, ça va vraiment dépendre de ce que OK. vous ciblez, parce qu'il y a ceux qui utilisent même euh, plutôt des mesures qualitatives. Oui. Oui, il y a d'autres qui utilisent des mesures qualitatives. C'est vrai que la plupart des personnes aiment utiliser les mesures quantitatives. Bon, l'approche quantitative est un peu dominante, mais on peut également utiliser les mesures qualitatives. Donc, ce que je voulais préciser à ce stade-ci, c'est que les indicateurs de performance sont fondamentaux dans le suivi d'évaluation. C'est fondamental. Oui, donc je donne un exemple. Par exemple, comme avec les résultats des DPC ou des examens de fin de classe, quoi. Donc, les Mhm. élèves disent qu'on a 100%. L'autre école dit à 100%. L'autre école dit à 100%. Mais pourtant, l'autre a 10 élèves. 10 élèves, il est à 100%. L'autre collègue a 100 50 élèves, il est à 100%. L'autre élève qui a 50% est plus mieux que son résultat est plus fiable que l'école qui a 10%. Mhm. Bon, j'ai parlé de 2% parce que, tiens, en fonction de la période, si on se dit par exemple que le projet va être réalisé en 10 ans, bien peut-être en 20 ans, il est un tout petit peu raisonnable qu'en 2 semaines, on s'attend peut-être à avoir un 2% de réalisation. Donc, c'était tout juste sous forme d'exemple. On va continuer et ce sera un peu plus clair avec des exemples plus précis des projets qui ont été déjà réalisés. Donc, ce qu'il faut retenir en ce qui concerne l'utilité des indicateurs de performance, c'est que les indicateurs de performance sont des éléments fondamentaux dans le suivi et évaluation. Donc, au-delà du fait que ce sont eux qui nous renseignent sur le fait qu'on avance ou pas, on en a besoin lors du suivi et évaluation. Lorsque des personnes viennent évaluer les avancées ou bien l'avancée d'un projet, ils ont besoin de ces indicateurs. Parce qu'on ne peut pas évaluer sans se référer à quelque chose. Donc, voilà un tout petit peu ce qu'il faut retenir en ce qui concerne l'utilité des indicateurs. Donc, toute la littérature là, elle est tout simplement complémentaire. On va continuer avec les caractéristiques d'un indicateur de performance. Euh, on élabore les indicateurs de performance et pour élaborer les indicateurs de performance, il faut avoir un minimum de connaissances dans le domaine concerné et il faut avoir une expérience. Une fois qu'on a cette expérience, on peut déjà déterminer, on peut déjà choisir les indicateurs qui vont respecter donc les caractéristiques ou bien plutôt les critères de pertinence, de validité, d'accessibilité, de convivialité, de fiabilité et de comparabilité. Donc, voilà un tout petit peu. Donc, ça peut être un volet qui n'est même pas un volet qui vous intéresse parce que peut-être vous vous engagez dans un domaine dans lequel vous n'avez pas assez d'expérience. Et à ce stade, si vous avez besoin de quelqu'un qui s'y connaît, qui va vous dire, prends un cas très concret, si vous avez besoin de gagner les parts de marché, comme la sœur Adjara est dans le domaine des parfums, si elle a besoin de gagner peut-être les parts de marché dans ce domaine-là, si elle estime qu'il y a des parfums qui ne respectent pas les critères, par exemple, halal, elle se dit, OK, il y a quand même une clientèle là-dessus. On peut déterminer le pourcentage de clientèle euh, à, à attirer, à attirer peut-être sur 2, 3 ans. Mais on peut dire peut-être sur 3 ans, on aimerait attirer 40% de clients musulmans. Donc, il y a des estimations pour ça. On sait comment faire. On connaît déjà à peu près les parts de marché. On a déjà peut-être lu des documents en ce qui concerne les parts de marché du marché du parfum ici au Cameroun, ainsi de suite. Et à partir des statistiques qu'on a sur la population musulmane, notamment à Yaoundé, notamment dans le Grand Nord, ainsi de suite, on peut faire le choix de certains indicateurs en se disant, OK, sur 3 ans, je touche 40% de la communauté musulmane. 40% doit être ma clientèle de la communauté musulmane. Donc, voilà déjà un indicateur sur 3 ans. Ça, c'est un indicateur. Donc, c'est fondamental. Donc, ça, c'est pour se faire un bon chiffre d'affaires. Parce que les indicateurs, c'est
niveau par niveau, c'est en fonction de chacun des objectifs. Donc, on va continuer. Donc, les principes à respecter dans le choix et la gestion des indicateurs, ça, c'est toujours l'expert qui va le faire. Il faut quelqu'un qui s'y connaît, qui peut déjà déterminer les possibles parts de marché, comment les choses se déroulent. Il y a aussi certains aspects des indicateurs de performance que vous pouvez, par exemple, euh, maîtriser. Vous n'avez pas vraiment besoin d'être un expert dans le domaine. Si je prends, par exemple, le cas de la construction, ou bien peut-être le cas de la création d'une entreprise. Donc, la création d'une entreprise nécessite la réalisation de plusieurs opérations. Il y a plusieurs tâches à accomplir. Peut-être, première étape, on va aller au centre de formalité de création d'entreprise. On va prendre des informations là-bas. Peut-être vous pouvez vous dire, OK, cette première étape-là, on va l'effectuer en 2 jours. 2 jours. On va l'effectuer en 2 jours. Déjà, 2 jours, c'est un indicateur de performance. Si au-delà de 2 jours, vous ne l'avez pas fait, alors vous n'avez pas atteint cet objectif de le faire en 2 jours. 2 jours, c'est l'indicateur de performance. Est-ce que vous l'avez fait en 2 jours? Oui, alors objectif respecté. Est-ce que vous l'avez fait en moins de 2 jours? Alors objectif plus que respecté. Est-ce que vous l'avez fait en plus de 2 jours? Dépassement de délai. Donc, avec la possibilité que ça affecte la durée du projet. Donc, c'est un peu ça, les indicateurs. Donc, c'est des choses, c'est des éléments qui balisent notre avancée. Est-ce que j'ai franchi cette étape? Est-ce que j'ai franchi telle autre étape? Ainsi de suite. Donc, voilà un tout petit peu ce qu'il faut retenir en ce qui concerne les indicateurs de performance et les principes à respecter dans le choix et la gestion de ces indicateurs. Alors, vous allez les lire, le nombre d'indicateurs doit être limité aux éléments essentiels ou significatifs en fonction des objectifs. Donc, si vous avez 4 objectifs, alors on s'attend à avoir 4 indicateurs. En fait, 4 principaux indicateurs parce que chaque objectif peut également être subdivisé en objectifs spécifiques. Et à l'intérieur de chacun de ces objectifs spécifiques, on va également associer un indicateur de performance. Donc, voilà un tout petit peu ce qu'il faut retenir. On va continuer rapidement. Dans les types d'indicateurs de performance en gestion de projet, il y en a 4. Il y a les indicateurs d'efficience, les indicateurs d'efficacité, les indicateurs de suivi et de contrôle, les indicateurs de risque. C'est important de connaître tous ces 4 types d'indicateurs. On va commencer par le premier, les indicateurs d'efficience. Donc, quand on dit indicateurs d'efficience, c'est tous les indicateurs qui sont en rapport avec la phase de réalisation du projet. Donc, vous commencez de la conception à la mise en œuvre du projet. Donc, ce que nous sommes en train de faire là depuis, c'est la conception du projet. C'est vraiment le volet design. Une fois qu'on termine le volet design, il y a le volet planification. Donc, lorsqu'on est déjà dans la planification, on a fini de planifier, il y a le volet réalisation. Donc, on est en train de réaliser. Et puis, il y a je peux dire un 4e volet qui est clôture du projet. Donc, les indicateurs d'efficience vont donc concerner tous ces volets-là. Conception, planification, réalisation, clôture. Donc, la phase de réalisation est concernée uniquement par les indicateurs d'efficience. Donc, c'est à partir de là qu'on va déterminer si les objectifs qu'on s'est fixés dans la conception, la planification, la réalisation et la clôture du projet ont été atteints en respectant les délais, en respectant le budget, en respectant les critères de qualité. Est-ce que la qualité du produit qu'on aimerait avoir à la fin, du livrable, si on veut, qu'on aimerait avoir à la fin, est respectée? Donc, voilà un tout petit peu ce sur quoi les indicateurs d'efficience vont se focaliser. Et donc, sur toute cette phase-là, conception, planification, réalisation, clôture, il y aura plusieurs indicateurs de performance en fonction des objectifs qu'on aura fixés.
Et il faut quand même retenir que les livrables, donc la réalisation de chacun des livrables du projet sera également associée à un indicateur de performance. Donc, c'est fondamental de le connaître. On va voir ça dans un exemple beaucoup plus clair lorsqu'on va avancer. Maintenant, les indicateurs d'efficacité, et ils sont plutôt associés à la phase d'exploitation du projet. Tu parlais tantôt d'un logiciel que tu comptes réaliser, concevoir, réaliser, implémenter. Donc, pendant que tu es en train de concevoir et réaliser ce logiciel, tu t'intéresses plutôt aux indicateurs d'efficience. Une fois que le logiciel est réalisé, qu'on l'a testé, qu'on a vu qu'il respecte les critères de qualité, maintenant on va l'exploiter pour ce pourquoi il a été conçu. Le logiciel va servir à quoi? Je prends par exemple le cas de la sœur qui parlait d'un logiciel qui va permettre aux femmes euh, de retrouver des partenaires, une plateforme qui va permettre aux femmes de retrouver des partenaires, les femmes musulmanes notamment, d'échanger, ainsi de suite. Donc, une sorte d'échange qui leur permet de se développer dans toutes sortes de domaines. Donc, là, c'est le service. Donc, on a le logiciel qui est déjà réalisé maintenant. Il faut l'exploiter. Donc, l'exploitation du logiciel. Donc, dans la phase d'exploitation du logiciel, ou plutôt l'utilisation du logiciel, on va plutôt parler des indicateurs d'efficacité. Est-ce que l'exploitation de ce logiciel permet d'atteindre la finalité du projet? Parce que le projet a une finalité. Donc, dans le quotidien, ça servira à quoi? L'extrait, le livrable servira à quoi dans le quotidien? Donc, c'est cette phase-là qu'on appelle phase d'exploitation. On a réalisé un livrable, ça peut être un service, ça peut être un produit. Maintenant, on va l'exploiter dans le quotidien. Est-ce que son exploitation est efficace? Il y a donc des indicateurs qui vont permettre de voir si c'est efficace. Donc, si ce logiciel avait pour objectif, par exemple, de toucher la moitié des femmes musulmanes de la ville de Yaoundé en 3 ans, et qu'en 3 ans, on va au-delà de la moitié, alors on va parler d'efficacité. Ce sera même beaucoup plus que l'efficacité. Donc, voilà la définition des indicateurs d'efficacité. Les indicateurs de suivi et de contrôle. Donc, les indicateurs de suivi et de contrôle sont aussi bien visibles dans la phase d'exploitation et la phase de conception du projet. Donc, au niveau de la phase du projet, on a les indicateurs de suivi parce qu'il faut bien voir si le projet avance. Donc, on fait le suivi, contrôle pour voir si les différentes échéances qui ont été fixées sont respectées, si les budgets sont également respectés. Donc, c'est un suivi qu'on fait régulièrement. Ces indicateurs touchent aussi bien la phase de réalisation du projet que la phase d'exploitation de l'extrait du projet. Donc, c'est sur les deux volets. Maintenant, on a les indicateurs de risque. Les indicateurs de risque, justement, on voit le risque partout. Donc, il y a le risque aussi au niveau de la phase du projet et des risques au niveau de la phase d'exploitation. Donc, ces indicateurs apparaissent aussi à ces niveaux-là. Donc, voilà un tout petit peu ce qu'il faut savoir à propos de ces 4 indicateurs de risque. Et chaque fois qu'on élabore notre projet, même au niveau de la conception, il faut déjà déterminer ces indicateurs. Faute de quoi, on ne saura pas comment vérifier qu'on avance efficacement ou pas. Donc, les indicateurs sont très importants. Ils nous permettent de faire le suivi, l'évaluation, de voir si nous avançons effectivement. Donc, on va continuer très rapidement. S'il n'y a pas de questions, on va continuer avec la hiérarchie des objectifs et des indicateurs de performance. Donc, comme je le disais tantôt, il y a un lien entre les objectifs du projet et les indicateurs de performance. Parce qu'en réalité,
on détermine un objectif, on détermine plutôt un indicateur de performance en fonction d'un objectif. En gestion de projet, de façon globale, il y a quatre niveaux d'objectifs. Le niveau le plus bas, parce on va du bas, on peut aller du bas vers le haut, on peut aussi aller du haut vers le bas. On parlait par exemple des objectifs stratégiques d'une entreprise. Et imaginons qu'une entreprise décide de cibler, d'augmenter son chiffre d'affaires ou bien sa valeur commerciale de 40%, comme on l'a vu dans certains exemples. Ça, c'est la finalité à laquelle contribuera le projet. Donc, on a parlé par exemple du problème, l'identification de besoins. On constate qu'il y a un écart. Il faut donc combler cet écart. Peut-être les 40% de chiffre d'affaires, c'est l'écart à combler. Bon, maintenant, on a l'objectif de niveau 3, résultat ou but visé par le projet. Donc, ça, c'est au niveau de tout ce qu'on va faire dans le cadre du projet, ainsi de suite. On descend maintenant au niveau 2, c'est les biens livrables. Qu'est-ce que tu auras comme besoin pour réaliser ce projet? Peut-être si tu as besoin, pour atteindre cette finalité, si tu as besoin de construire une usine avec un système de traitement automatique. Donc, comme on l'a vu dernièrement dans l'analyse décisionnelle, où on devait choisir grande usine, petite usine, automatisée, ainsi de suite. Donc, ici, on décide de construire, par exemple, construire une grande usine. Alors, une minute, la batterie. Si on décide, par exemple, de construire une grande usine, donc ça va être en rapport avec l'objectif de niveau 3. Bon, maintenant, au niveau de l'objectif de niveau 2, qu'est-ce qu'il va falloir pour la construction de cette usine? Donc, tous les éléments qu'il va falloir, on aura besoin d'un ingénieur, on aura besoin des ouvriers, on aura besoin du ciment, on aura besoin d'acheter même la machine, ainsi de suite. Tout ça, c'est des biens livrables qu'il faudra prendre en compte. Donc, quand tu parles, par exemple, d'un ingénieur en génie civil, ça, c'est une ressource humaine. À cette ressource humaine doit être associée une ressource financière. Donc, chaque fois qu'on fait ça, ressources humaines, ressources financières, et puis date. Donc, tout ça, c'est des éléments qui permettent d'évaluer vraiment la performance du projet. Donc, au niveau 1, les ressources affectées, bon, on rentre maintenant dans les différentes ressources affectées pour voir exactement ce qu'il faut, combien ça va coûter et quand est-ce qu'on pourra l'obtenir. Donc, voilà un tout petit peu d'abord la hiérarchie des objectifs. On va maintenant mettre la hiérarchie des objectifs en rapport avec les indicateurs de performance. Donc, côté gauche, c'est la hiérarchie des objectifs. Côté droit, c'est les indicateurs de performance. Donc, orientation stratégique à laquelle le projet doit contribuer. Donc, ça, c'est la finalité du projet. On sait que l'indicateur d'ici, c'est un indicateur d'efficacité. Donc, on a dit que l'indicateur d'efficacité, c'est un indicateur qui permet qu'on va utiliser au niveau de l'exploitation de l'estran, l'exploitation du livrable. Bon, deuxième objectif de deuxième niveau, identification du motif ou des buts relatifs au projet à réaliser. Donc là, on a également un indicateur d'efficacité suivi et de risque relatif au but du projet. Les deux derniers objectifs sont liés aux indicateurs d'efficience, parce que là, on est vraiment dans la conception et la réalisation du projet. Tout ce dont on a besoin pour réaliser le projet, pour aboutir au livrable. Donc, voilà le lien entre objectif du projet, objectif de l'ensemble du projet et de l'estran, plus les indicateurs de performance. Il y a vraiment un lien. Donc, les indicateurs, ça c'est pour dire que les indicateurs ne sont pas inventés sur la base de rien. Donc, à chaque objectif, il faut associer
un indicateur de performance. Donc, on va continuer très rapidement. Voilà un exemple assez pratique. Donc, on va l'analyser. Nous avons par exemple ici l'orientation stratégique qui est la finalité du projet. Donc, orientation stratégique, accroître de 40% le bénéfice net de l'entreprise d'ici 3 ans. Indicateur de performance, 40% et en 3 ans. Donc, en 3 ans, on va vérifier, on va vérifier que les bénéfices ont été accrus de 40% et il y a des outils pour le faire. Et il faut présenter, il faut préciser l'outil qui va nous permettre de faire cette vérification. On en parlera dans le cadre logique. Donc, voilà un indicateur de performance qui est associé à la finalité du projet. Maintenant, on a un autre indicateur de performance qui est associé à cet objectif de niveau 2, prendre 40% du marché québécois du bois traité la première année. Ça, c'est un autre indicateur de performance, mais au cours de la première année, 40%. Donc, on va aussi préciser l'outil qui va nous permettre de vérifier ça, d'évaluer l'atteinte de cet objectif-là. Et l'indicateur est là pour nous permettre de voir si effectivement on a atteint 40 ou pas. Et parfois, on peut dépasser. Donc, les principaux biens, ça c'est l'objectif du niveau 3. Donc, là, on parle déjà des livrables. Donc, premier livrable, usine de bois traité en opération d'ici 18 mois. Donc, le livrable, c'est une usine de bois traité en opération d'ici 18 mois. Donc, l'indicateur ici, c'est 18 mois. Donc, si 18 mois passent et qu'on n'a pas cette usine, alors là, la performance est négative. Deuxième chose, capacité de 18 millions de PMP. Donc, la capacité de cette usine doit être de 18 millions de PMP. Donc, après 18 mois, il faut déjà qu'on ait cette usine qui tourne à plein temps et qui produit 18 millions de PMP. Donc, troisième élément, procéder à cellule pleine. Donc, on doit avoir une usine à procéder à cellule pleine. Donc, au terme de 18 mois. Donc, si au terme de 18 mois, on ne voit pas ça, alors il y a un problème, ça veut dire que la performance a un problème. Et tout juste à côté de ces livrables-là, il y a un autre, un réseau de distribution d'ici 16 mois. Donc, il ne faut pas seulement avoir une usine, il faut déjà prévoir un réseau de distribution. Tu produis, tu sais déjà à qui tu vas vendre. Parce que tu peux produire, tu ne sais pas à qui tu vas vendre, alors là, ça pose un problème au niveau du 40% qu'on a ciblé ici. Est-ce qu'on va atteindre le 40% en une année? Donc, tu vois qu'il y a un lien de dépendance. Vous voyez qu'il y a un lien de dépendance entre tous ces éléments. Donc, si les données sont faussées ici, on peut même aller plus bas. Si les données sont faussées au niveau du budget, alors ce sera faussé au niveau de l'entrepreneur. On ne pourra pas recruter un entrepreneur. On ne pourra pas euh, recruter un ingénieur, un architecte, un gérant, ainsi de suite, parce qu'il faut le budget pour le faire. On pourra pas recruter des vendeurs, on ne pourra pas faire une entente avec des détaillants, on ne pourra pas faire la livraison des installations. Donc, chaque élément conditionne le suivant. Donc, chaque élément précédent conditionne le suivant. C'est un tout petit peu la logique. Donc ici, c'est un autre livrable. Il faut un réseau de distribution de 18, d'ici 16 mois. Donc d'ici 16 mois, il faut déjà que les responsables de l'entreprise aient un réseau de distribution. Au cas contraire, on ne pourra pas prendre les 40% ciblés à ce niveau en un an. Si le réseau n'est pas là en 16 mois, peut-être en 20 mois, peut-être en 40 mois, il y aura des retards ici. Ça aura un impact sur l'année. Peut-être on va plus attendre les 40% en une année. Peut-être ce sera plutôt en 2 années. Il y aura donc des retards sur les prévisions. Donc voilà un tout petit peu. Maintenant, on a des livrables intermédiaires. Donc normalement, cette étape fait partie des principaux biens
On a des livrables intermédiaires, livraison du bâtiment d'ici 14 mois. Bon, on sait qu'en 14 mois, indicateur de performance, on doit faire la livraison du bâtiment. Livraison et installation des équipements. En 16 mois, on doit faire la livraison et l'installation des équipements, ainsi de suite. Donc, on doit faire également l'entente avec les détaillants, donc ceux qui vendent tous ces éléments-là. Et en ce qui concerne le recrutement, donc on va le faire en 16 mois, ainsi de suite. Donc, le dernier niveau, c'est celui des ressources affectées au projet. Donc, les ressources affectées au projet peuvent être les ressources humaines, les ressources financières. Et ça peut aussi être le temps. Donc, on a par exemple parmi les ressources humaines un ingénieur, un architecte, un gérant, et puis le budget de 3 650 000 $. Et puis, il y a un entrepreneur général qui va s'occuper de faire tout ça, peut-être recruter un ingénieur, un architecte, ainsi de suite. Mais au-delà de tout, il faut de l'argent. Sans argent, on ne peut absolument rien faire. Donc, voilà un tout petit peu comment fonctionnent les indicateurs de performance. Est-ce qu'il y a une question? Il y a une question? Tu étais un tout petit peu perdu. Qu'est-ce qui est assez clair et qu'est-ce qui n'est pas assez clair avant qu'on passe au cadre logique? Adjara? Lorsque vous parlez de projet, Mhm, j'ai mhm. vous avez parlé de BNB, business analytics. C'est un type de bois. Oui, c'est un langage technique puisqu'on est vraiment là dans une usine de transformation de bois. Mhm, Et vous avez dit la somme, mhm, il y a le moment d'indemnité, je mhm, pense, les besoins, mhm, non, c'est la dernière ne pas de distribution. Dans le discours avec dans le discussion, à qui vendre, mhm. Effectivement. peut-être le bois, Effectivement, c'est ici. produit, Mhm. Donc, il faut déjà déterminer. vous trouvez des gens qui vendent. Il y a des stratégies, les marketistes sont capables de le faire parce que quand tu t'engages dans un projet, il faut déjà identifier ceux qui sont les potentiels clients. Parce qu'en fait, si tu t'engages dans la conception de produits cosmétiques comme les parfums, les huiles, c'est parce que tu as identifié un besoin. Et puisque tu as identifié ce besoin, tu ne dois pas te limiter seulement à l'identifier, tu dois également aller au-delà, prendre la tâche avec ceux qui peuvent atteindre ces clients-là. Ça peut être des, des, des grandes surfaces, ça peut être des parfumeries, tu peux également ouvrir tes propres points de distribution, ça dépend de ta stratégie, tu peux te servir des points de distribution qui existent déjà. Donc, ça dépend de toi. C'est à toi de déterminer le réseau de distributeurs bien avant de t'engager. Parce que si tu le fais avec un retard, ça va affecter ta performance. Parce que ta performance, c'est que tu fais un bénéfice de 40, bref, tu atteins 40% de ta cible en 3 ans ou bien en un an. Mais si tu n'as pas fait un élément à temps, ça affecte maintenant l'atteinte de cet objectif-là. Donc, il faut que tout soit coordonné. On n'a pas droit à l'erreur à un niveau, que ce soit à chaque niveau, tu dois être vraiment efficace. Est-ce que quelqu'un aurait une question parmi ceux qui sont en ligne? Ardeur, Oulalba, Martial. Ok, on va continuer. Mhm, C'est dans le client, mhm.
passe. Mhm. Et déjà, non bon de solution. Mhm. Bon. Et il nous a parlé des points de distribution Mhm. dans le positionnement de Mhm. point de distribution. Et ça, c'est aussi très important. Et puis, une réglementation qui construit comme Effectivement, s'il y a une réglementation, dans mhm. un point de distribution, peut-être Mhm. il faut peut-être la taille de la mairie, Oui, il faut s'acquitter de certains frères. Mhm. mais il faut toujours les ressources humaines Mhm. quelqu'un. Effectivement. Cet élément-là, ce livrable-là, sera également pris en compte. Donc, c'est à toi de le détailler et de te fixer, par exemple, la période à laquelle tu devras le réaliser. Si peut-être tu dois entamer des procédures au niveau de la mairie, tu vas te dire, OK, procédure au niveau de la mairie pour obtenir un certificat ou bien une autorisation. Alors, ça pourra te faire 2 semaines pour que la procédure aboutisse, tu mentionnes 2 semaines. Si au terme de 2 semaines, ça n'a pas abouti, alors là, l'indicateur de performance est négatif. Donc, c'est un tout petit peu ça. C'est à toi de déterminer ce qu'il faut faire. Parce que tu connais mieux ton projet, tu connais les étapes à franchir. Donc, très rapidement, on va avancer. Maintenant, on va parler du cadre logique. Cadre logique qui est un outil fondamental pour effectuer le suivi et évaluation, un outil qui est également constitué des différents indicateurs de performance dont nous venons de parler. Donc, on va continuer. Donc, premièrement, on va définir ce que c'est que le cadre logique. Et puis, deuxièmement, on va parler du modèle de cadre logique. Et puis, en troisième point, on va parler de la structure du cadre logique. Et puis, en quatrième point, on ne parlera pas, c'était prévu, mais on ne parlera pas parce que je vais vous envoyer un fichier sur un exemple de cadre logique. Donc, on va commencer par la définition. Elle est longue. Donc, le cadre logique est une vision systémique de l'environnement d'un projet, visant d'une part à identifier le motif pour lequel le projet est réalisé, ainsi que la finalité à laquelle il contribue, et d'autre part à définir d'une façon concise et précise ce à quoi le projet devra ressembler une fois terminé, ainsi que l'ensemble des conditions critiques devant être réalisées afin que le projet atteigne les différents niveaux d'objectifs pour lesquels il a été conçu. Donc, c'est clair, c'est une vision systémique, le cadre logique, et il nous permet de voir le motif pour lequel le projet est réalisé, la finalité aussi, parce que le motif, quand on voit le motif, on parle de l'ensemble des objectifs, et puis la finalité n'est pas à confondre avec les objectifs. Les objectifs, c'est une chose, la finalité en est une autre. Donc, le cadre logique nous permet aussi d'avoir une idée de ce à quoi va ressembler le livrable. Donc, nous permet également de voir les conditions critiques, les différents risques qui sont associés au projet. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est une méthode dite de gestion axée sur les résultats. Donc, en gestion de projet, le cadre logique nous permet effectivement de voir s'il y a des résultats dans le travail que nous sommes en train d'effectuer. Est-ce qu'il y a des résultats? Parce que tu peux concevoir un projet, tu peux le mettre en œuvre, et puis tu avances à l'aveuglette. Tu n'as aucun moyen quelconque pour déterminer si tu avances ou pas. Tu n'as aucun moyen. Or, avec le cadre logique, tu as toute une sorte de balise. Tu sais qu'à cette période, tu t'attends à ceci. Et si cette période arrive, tu fais une évaluation. Si l'évaluation te permet de déterminer que ce que tu ciblais, ce que on attendait dans les prévisions n'a pas été atteint, ça veut dire que on est dans une performance négative et il va falloir apporter des corrections. Il va falloir agir. Au cas contraire, on risque de ne même pas terminer le projet.
Donc, c'est pour ça qu'on parle de gestion axée sur des résultats. On cible vraiment les résultats. C'est vrai que la méthode axée sur les résultats a aussi ses critiques. Donc, le cadre logique, c'est un outil qui a été développé en 1969 aux États-Unis. Donc, comme vous le voyez, c'est le cabinet Practical Concept qui l'a conçu. Donc, c'était pour les différents projets de coopération américaine à travers le monde. Et c'est un outil qui a été beaucoup modifié. Donc, si vous faites une recherche sur Internet avec cadre logique, vous allez voir qu'il y a plusieurs formes de cadre logique, mais l'idée fondamentale est là, avoir un aperçu sur ce qu'on va faire dans un projet avec des indicateurs qui nous permettent de juger de l'avancée ou bien de l'évolution du projet. Donc voilà, le cadre logique permet de répondre aux 5 questions ci-dessous. Donc, quelle est la finalité du programme ou du projet ou du portefeuille? Quelles activités devraient être menées pour atteindre ces résultats? Quels risques pourraient affecter l'atteinte des objectifs? Comment sera mesurée l'évolution des résultats? Comment seront obtenues ces données? Sous quel format? Donc, le cadre logique nous permet d'avoir tous ces éléments. Et c'est fondamental. On va continuer avec le modèle de cadre logique. On sait qu'il y a ce tableau qui est constitué des lignes et des colonnes. Donc, quand on voit les lignes, c'est la verticalité. On a par exemple le niveau descriptif du projet, les niveaux descriptifs du projet. Donc, on va parler des finalités à laquelle le projet contribue, les résultats et buts du projet, principaux biens livrables, ressources affectées au projet. Donc là, on a la partie horizontale, donc indicateur de performance objectivement mesurable. Donc, au niveau de la finalité, il faut un indicateur de performance. Au niveau des résultats, il faut un indicateur de performance. Au niveau des principaux biens, il faut un indicateur de performance, tout comme au niveau des ressources. Et ici, la troisième colonne, c'est le moyen de vérification. Comment est-ce que tu vas vérifier que la performance prévue a été atteinte? Donc, il faut un outil d'évaluation. Donc, un moyen de vérification, c'est un outil. Bon, maintenant, la dernière, oui. Bon, ça peut être même un formulaire. Ça peut être un formulaire. Oui, par exemple, comme les pièces là, Mhm, c'est vraiment dire que vous dois c'est un super produit, mhm, telle est partie, mhm. telle, Effectivement, tellement que les contrats effectivement. Donc, il y a des outils pour ça. sont comptables. Mhm. Je pense que Effectivement, donc il y a ce type d'outils dont on peut se servir. Et puis la troisième, la dernière colonne, la quatrième, autant pour moi, c'est les conditions et les risques. Donc là, il faut prévoir les risques associés à chacun des objectifs et voir dans quelle mesure on peut contourner ces risques-là. Donc voilà un tout petit peu. Quand on dit risque, c'est généralement les conditions préalables. Je vais te donner un exemple très simple. Si tu veux, par exemple, réaliser ton projet de vente de parfums en ciblant 40% de la clientèle musulmane. Donc, pour un chiffre, disons peut-être de 3 millions, pour lancer ce projet, la condition préalable, c'est les financements, c'est ça. Ici, à la base, c'est les financements. C'est les financements là qui vont te permettre, par exemple, de recruter. C'est les financements là qui vont te permettre d'acheter. C'est les financements là qui vont te permettre d'acheter les intrants pour tes produits, ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'on appelle conditions préalables. Donc, cette colonne est là pour préciser les conditions préalables pour atteindre l'objectif ciblé. Pour cet objectif, ressources affectées au projet, il faut des conditions préalables. Principaux biens livrables, il faut des conditions préalables. On va continuer.
On a reçu aussi le livre de la mission. Tu dis Puisque les risques? oui, je voulais justement poser la question. Donc, c'est quand même clair maintenant. Oui, c'est en fait les conditions préalables. Qu'est-ce qu'il faut pour avancer? Parce qu'à chaque étape, on a besoin de quelque chose pour avancer. Ça m'a embrouillé. On sait généralement que les risques sont souvent négatifs. Ah, pas vraiment la question. C'est une définition un peu, quand on parle de risque, c'est une définition assez large. Oui, il y a vraiment, ouais. Si par exemple, tu restes toujours dans ton projet de conception de produits cosmétiques, le risque peut être que un des intrants, actuellement, par exemple, il y a la guerre en Ukraine. Si peut-être un de tes intrants provient de l'Ukraine, alors c'est un risque. C'est un risque qui peut faire en sorte que tu n'avances pas. Tu vois. Et comment faire? Il faut donc déjà, puisque tu as anticipé sur le risque, c'est ça qu'on appelle la gestion de risque. Puisque tu as anticipé, tu vas donc entreprendre une réflexion permettant de soit remplacer l'intrant, soit trouver un autre fournisseur. Peut-être les coûts seront un peu plus élevés. Si tu ne peux pas trouver un autre fournisseur, peut-être tu vas passer à une autre phase qui consiste à produire tes intrants. Ouais. Mhm. Naturel. Effectivement. Mhm. Mais parfois, Mhm. comme les fragrances, Mhm. même les gens, les gigants, les Mhm. fragrances, j'ai porté Mhm. je voudrais que le lait, la fragrance, le citron, qui Mhm. est un arôme chimique. Mhm. Utiliser que sa fragrance peut-être les inspirer. Effectivement. Les personnes disent non, peut-être utiliser la lavande, Mhm. les salades. Et ça produit quand même un effet souhaité ou bien? Mhm. Par exemple, je peux à certains de mes soeurs, Mhm. même les douches, Mhm. ils ont demandé si l'enfant qui va les cours, Mhm. comment faire un voyage aujourd'hui, parce que j'étais en train de faire un recyclage avec le start-up et le Mhm. gouvernement. Mhm. Wow, ça c'est intéressant. Comme je peux te dire, Mhm. mais pour, Mhm. si ça tient, et Mhm. Mhm. oui. Ok, on va en parler. Je conclue tout juste les séances comme elle a enregistré. Donc, généralité et structure du cadre logique, comme je le disais, il existe plusieurs modèles de cadre logique. Beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises se sont accaparées cet outil de travail, l'ont modifié, ont ajouté d'autres éléments. Donc, il y a plusieurs modèles. Mais nous, on va travailler avec un modèle bien spécifique, celui de 4 lignes plus 4 colonnes. Donc, 4 lignes, finalité à laquelle le projet contribue, résultats et buts du projet, principaux bien livrables, ressources affectées au projet. 4 colonnes, niveau descriptif du projet, indicateurs de performance, objectivement vérifiables, moyens de vérification, conditions critiques, risques. Donc, on va voir donc la logique verticale. Tu dis? La ressource affectée, si je prends par exemple la construction peut-être d'une usine, ressources affectées, ingénieur, ok? Ingénieur, ça c'est la ressource humaine affectée. Mais il y a une ressource financière aussi effectivement. Donc, c'est ça, ressources affectées. Donc, la logique verticale en ce qui concerne la structure, en ce qui concerne la structure du cadre logique, la logique verticale, elle présente donc des niveaux descriptifs qu'on a vus, objectifs du projet, ainsi de suite. Donc, et tout ça, vous aurez l'occasion de le lire. Donc, elle s'opère à partir des relations causales entre divers niveaux descriptifs du projet et en fonction d'hypothèses relatives aux conditions critiques fixées pour chacun d'eux. Donc, relation causale, donc ça veut dire que normalement, pour évoluer dans le projet, il y a des conditions préalables. C'est ça qu'on appelle conditions et risques.
Si vous n'avez peut-être pas un budget ou bien des finances pour entamer la première étape de votre projet, alors rien ne sera fait. C'est la raison pour laquelle on parle de relation causale. Chaque étape est dépendante de ce qui va se passer dans l'étape précédente. Donc voilà. Maintenant, la logique horizontale, elle comporte pour chacun des niveaux descriptifs du projet, des indicateurs de performance, donc tous les éléments qu'on retrouve dans les lignes, donc les quatre lignes. Donc, elle a pour but d'expliciter au moyen d'indicateurs chacun des niveaux descriptifs du projet et de fournir au gestionnaire des moyens précis afin de vérifier si les objectifs de ces derniers ont été atteints. Donc, ça, c'est la logique horizontale. Donc, avec la logique horizontale, on peut faire le suivi du projet sans s'associer ou quoi que ce soit. Donc, voilà. On va passer maintenant au troisième point, activité pratique. Donc, l'activité que vous devez réaliser, c'est d'élaborer un cadre logique de votre propre projet dont vous avez sans doute déjà avancé suffisamment dans votre projet. Nous sommes rendus au chapitre 5. C'est la sixième séance. Je pense pour ceux qui sont assez sérieux, ils ont quand même déjà produit quelque chose. Et j'imagine qu'ils ont suffisamment de quoi élaborer le cadre logique en ayant tous les éléments qu'on a présentés ici. Oui, le cadre logique, Ardent, bonne question. Le cadre logique est semblable au tableau de bord, parce que le tableau de bord fonctionne aussi de cette façon. On a déjà une vision globale, c'est une vision synoptique de ce que nous sommes en train de faire. Et grâce au tableau de bord, on sait que nous sommes en train d'atteindre ou nous ne sommes pas en train d'atteindre un objectif. Donc, ça fonctionne comme le tableau de bord, effectivement. Effectivement. Donc, voilà l'activité à réaliser. Euh, je m'attends à ce qu'elle soit réalisée la semaine prochaine parce que si vous avez déjà quand même travaillé en faisant toutes les activités qui ont été demandées, je pense que le cadre logique sera facile à réaliser. Et vous pouvez faire un cadre logique pour l'instant, mais qui sera modifié avec les éléments que vous aurez peut-être obtenus dans la faisabilité du marché. Donc, les phases suivantes pourront nous permettre de modifier les éléments retenus dans les phases précédentes. Donc, on peut tout juste dire que c'est une sorte de début de cadre logique qu'on pourra modifier par la suite. Donc, voilà l'activité à réaliser. Donc, avant de clore la séance, je vais demander à ceux qui ont des questions d'en poser. On va prendre quelques minutes pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions très rapidement? Vous pouvez poser vos questions par écrit. Si vous n'avez peut-être pas envie de parler, vous pouvez poser vos questions par écrit, comme Arnaud l'a fait. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, pas de questions. Alors, Euh, on va. j'ai une Oui, question, monsieur. J'ai une question. Déjà, bonsoir oui, à tout le monde. bonsoir. Ok, ma question revenait sur les ressources allouées au projet. Mhm, Étant donné qu'on va établir le cadre logique, je ne sais mhm. pas, les ressources allouées, est-ce qu'on va les matérialiser comme quoi affecter des valeurs, je sais pas, des montants pour chaque niveau d'avancement du projet, ou bien on va juste faire une estimation et ne pas se focaliser sur l'aspect financier. On peut se focaliser sur tous ces aspects-là. Ça dépend de. En fait, allons-y avec ton projet parce que je connais ton projet. Ton projet, c'est de, disons, louer une galerie. Disons plutôt construire une galerie. Donc, première chose, parce que tu es dans la construction, tu auras besoin d'un entrepreneur. OK? Donc, ça, c'est une ressource humaine allouée au projet de construction. OK?
Et cette ressource humaine va impliquer des ressources financières, puisque tu vas payer comment on appelle encore cet entrepreneur, tu vas le payer. Donc, il y a déjà deux ressources qui vont être associées à la construction de ta galerie. Donc, ressources humaines, première ressource humaine, un entrepreneur. Deuxième ressource humaine, deuxième ressource, elle est financière, ce que tu vas payer à l'entrepreneur. Et puisque l'entrepreneur ne va pas travailler seul, il aura besoin de la main-d'œuvre, un ingénieur, ainsi de suite. Donc, ça, c'est également d'autres ressources humaines qui vont impliquer des ressources financières, puisqu'on va les payer. Et puisqu'il va falloir travailler sur un bâtiment, il y aura un délai à respecter. Le bâtiment devra être terminé après combien de mois? Donc, tout ça, c'est des indicateurs. Le nombre de mois, c'est un indicateur. Maintenant, la paye que tu vas donner, ça, c'est autre chose. Maintenant, le recrutement de ces personnes-là, ces ressources-là, va aussi déterminer à quelle période tu vas effectuer tout ce travail-là. Tout ça, c'est des indicateurs à prendre en compte. Est-ce que j'ai Merci, merci, c'est bon, je comprends maintenant. Merci beaucoup. répondu? Bien. Donc, on va donc arrêter la séance là avec cette Prof, question. allô? Allô, Oui, prof? oui, Allô? oui, je Oui, t'entends bien. oui, bonsoir. Oui, Bonsoir bonsoir. à tous. Oui. Ah oui, je, j'ai le cas où j'ai travaillé avec, ça c'est dans les années 96. Mhm. Euh, donc, il me convient de travailler au Gardien Boutique. Il m'avait montré ces éléments pour pouvoir faire le projet. Donc, je sors un Mhm. tableau dans une colonne où je place il dit objectivo, objectivo verifiable indicators. Mhm. O, on appelle ça OVI Mhm. en anglais. Voilà. Donc, il dit maintenant, il me dit par exemple, je vais dire comment j'avais prévu fabriquer 10 panneaux solaires. OK. Mhm. Après 2 mois, je vais fabriquer combien? Et là, on peut vérifier, c'est au magasin, déjà Mhm. fabriqué, j'ai fabriqué tel nombre. Donc, Oui. j'ai fabriqué deux. Donc, le deux là, il va entrer dans quel élément? Le mois, il entre dans un autre élément. Quels sont les titres qu'on va donner à ces différents éléments, ces différents indicateurs de performance, de budget de performance? Bon, Comme ce n'est pas dans gênant. c'est un tableau de bord. C'est un tableau de bord Mhm. avec des différentes phases, des différentes étapes, des différents éléments de vérification, d'évolution dans le projet. C'est un peu ça, non? Oui, c'est ça. En fait, si j'ai bien compris ta question, quel est l'élément qu'on considère pour indicateur? Quel est l'élément qu'on Ouais, considère comme ouais, indicateur? Donc, ouais, ouais. la première chose à savoir est que un indicateur est une grandeur qui nous permet de déterminer si l'objectif qui y est associé est atteint ou pas. Ouais. OK? Si la fabrication dont tu parles cible le nombre, si tu te dis tu vas produire 10 et en 10 jours, alors ton indicateur de performance c'est 10 en 10 jours. Mais si c'est 10 en 20 jours, ça veut dire que ton indicateur de performance n'a pas été respecté. Il y a plutôt une négativité. Ouais. Donc, pense toujours à l'atteinte de l'objectif. Ton objectif, c'est de faire quoi? C'est ça la Mhm. première des choses. Et une fois que tu as Uh-huh. déterminé ton objectif, tu associes maintenant un indicateur. Okay. Donc, ça veut dire que chaque indicateur vient donc évaluer l'atteinte d'un objectif spécifique. Effectivement. Et on a dit qu'il y avait quatre niveaux d'objectifs.
Le niveau le plus bas, il y en a deux au niveau le plus bas qui concernent le projet lui-même, dans la conception, la planification et la réalisation du projet. Et maintenant, les deux niveaux supérieurs concernent l'exploitation de l'estran. Donc, le projet visé à mettre en œuvre. Est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est un service? Maintenant, une fois que le produit ou le service sont là, sont réalisés, il faut les exploiter. Donc, au niveau de l'exploitation, maintenant, on va parler d'objectifs de niveau 3 et 4. Ouais. OK, donc, Ça veut dire, merci, on va continuer. On ouais, va, on va donc continuer au-delà de l'enregistrement. Donc, pour l'instant, je vais arrêter l'enregistrement et on pourra continuer peut-être à poser des questions par la suite.